Bienvenue à tous. Une action militaire renforcée et une présence accrue de l'État dans les zones de prédilection des djihadistes dans le Sahel. Ce sont les principaux enseignements du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu les 15 et 16 février à N'Djamena. Le Tchad s'est engagé à envoyer 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger pour aider ces pays à combattre les terroristes qui y sévissent. De son côté, la France a indiqué qu'elle n'allait pas dans l'immédiat réduire ses troupes de l'opération Barkhane. Comment allier l'aspect militaire et les questions de développement dans le Sahel? Qu'est-ce qui ralentit la montée en puissance du G5 Sahel? Quelle doit être la place des forces étrangères dans la lutte contre le terrorisme au Sahel? Nous aborderons toutes ces questions avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Lors du sommet du G5 Sahel à N'Djamena, le président Idriss Déby Itno a annoncé un renforcement de la présence militaire tchadienne dans le Sahel. La France a quant à elle fait savoir qu'elle ne compte pas réduire dans l'immédiat les effectifs de son opération anti-djihadiste Barkhane dans la région. Le point avec Dili Diko. Le président tchadien, qui a accueilli le sommet du G5 Sahel dans la capitale N'Djamena, a annoncé l'envoi d'un renfort de 1200 soldats tchadiens dans la zone des trois frontières, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Au-delà de l'aspect militaire, le président tchadien a insisté sur l'importance de la lutte contre la pauvreté et la nécessité de donner une perspective aux populations du Sahel. Nous lançons un appel pressant à tous nos partenaires afin de nous apporter les ressources additionnelles qu'ils ont promises pour nous permettre de réaliser nos programmes. Quant au président Emmanuel Macron, il s'est joint aux dirigeants du Sahel via visioconférence. La France, avec une présence de 5100 soldats dans cette région gangrénée par les djihadistes, a affirmé ne pas vouloir se retirer dans l'immédiat, mais elle souhaite tout de même ouvrir la voie à une baisse progressive de sa présence militaire. La mobilisation internationale en faveur du Sahel n'a au fond jamais été aussi puissante. Et je veux remercier à ce titre les partenaires européens qui se sont engagés dans la montée en puissance de l'opération Takuba et qui acceptent ainsi de mutualiser le risque du sacrifice ultime que prennent nos soldats. Pour réduire son empreinte, Paris compte sur la sahélisation, un passage du témoin aux armées nationales des pays du Sahel et également sur une internationalisation de l'effort pour former les forces régionales et les accompagner au combat, en particulier avec l'appui du groupement de forces spéciales européennes Takuba, qui rassemble des centaines de soldats français, estoniens, tchèques et suédois. Pour aller dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères allemand a rappelé l'importance de s'unir pour aider les pays du Sahel à renforcer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. Nous devons renforcer les structures de l'État afin qu'ils puissent, dans un premier temps, assurer par eux-mêmes la sécurité de leur peuple, ce qui signifie renforcer les forces de l'ordre et surtout le système judiciaire. Pour la France, désormais, l'objectif est de sortir d'une logique d'opération extérieure pour se concentrer sur la stricte lutte contre le terrorisme. Mais les chefs d'État du G5 Sahel rappellent l'importance du développement de la région, seul moyen pouvant garantir une stabilité pérenne et une lutte efficace contre le terrorisme. Voilà. Merci beaucoup, Dili. Et pour le débat, nous avons 4 invités. De Paris, nous avons Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. De Dakar, nous avons Lamine Ould Mohamed Salem, journaliste spécialiste du Sahel et auteur du livre L'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique, entre autres livres. Et Abidjan Sédik Abba, auteur, chercheur sur le terrorisme dans le Sahel. Ici aux États-Unis, précisément à Atlanta, Ismaël Diallo, analyste politique et ancien député burkinabé. Alors merci à tous d'être avec nous. Et je démarre avec vous, Niagale. Lors du sommet de Pau, il y a 1 an, Emmanuel Macron avait demandé que ses homologues du G5 clarifient leur position par rapport à l'engagement de la France dans la région. Alors, le sommet de N'Djamena a-t-il permis de clarifier le débat sur le type de coopération qu'on veut ?
Je le pense. En amont de ce mai, il y avait clairement des différences d'approche, des différences d'objectifs qui se faisaient jour entre les différents États membres des 5 la France, particulièrement entre lui et le Burkina Faso, qui avaient fait valoir leur volonté de procéder à des négociations avec certains acteurs ou de s'y engager, notamment côté burkinabé, ce qui était nouveau. Or, là, on voit que à l'issue de ce communiqué final, il y a une sorte d'alignement de l'ensemble des partenaires qui ont convenu non seulement de continuer à travailler dans le cadre de la coalition internationale pour le Sahel qui a été mise en place justement à l'issue du sommet de Pau l'année dernière, mais également de cibler différemment l'action, puisque à l'issue de Pau, c'était contre le groupe État islamique au Grand Sahara, dans la région des frontières, qu'avait été ciblé le combat, alors que là, on l'étend à la hiérarchie du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda, ce qui ne prive pas pour autant de négociations avec la base de ces mouvements. Le but est désorganiser la hiérarchie, de se concentrer aussi sur la Katiba du Massina, qui est une composante essentielle du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais il me semble que c'est l'accord qui a été trouvé entre les différents chefs d'État. D'accord. Alors Lamine, la France a exclu pour l'immédiat, en tout cas, de réduire ses effectifs. Est-ce à cause de ce succès dont parle le président Macron, ou bien c'est lié au fait que la montée en puissance de G5 tarde à se concrétiser? Je crois que tout est lié. Je crois que, bien sûr, le fait que jusqu'à présent, c'est-à-dire 8 ans après l'intervention française dans le Sahel, les armées locales n'arrivent toujours pas à se mettre à niveau, exception faite peut-être de celle du Tchad ou de la Mauritanie. Cela a sans doute joué. Je pense aussi que la situation sur le terrain impose aux Français aujourd'hui de ne pas se retirer dans l'immédiat, même si l'idée d'un retrait est toujours quelque part dans la tête des Français. Cela fait 8 ans que les Français sont présents. Des critiques commencent à fuser d'un peu partout, aussi bien au Mali, au Burkina qu'ailleurs. Et les Français n'ont pas envie de se retrouver devant... je pense que le grand enjeu pour les Français aujourd'hui, c'est que nous sommes à la veille d'une élection présidentielle très importante, c'est de 2022. Et les Français qui ont déjà perdu 50 hommes au Sahel, qui dépensent 2 milliards d'euros par an, n'ont pas du tout envie que leur présence dans le Sahel soit un élément central du débat de la campagne électorale. Et donc ils n'ont surtout pas envie de la politique subir un Saigon comme les Américains ont vu. Donc, si je vous comprends bien, la politique intérieure française pourrait avoir un impact sur disons, la position de la France d'ici quelques années par rapport au Sahel. Barkhane est aujourd'hui la plus longue opération dans l'histoire, parmi les opérations extérieures de l'armée française, la plus longue dans l'histoire aujourd'hui. Et le résultat sur le terrain est très mitigé, c'est-à-dire on arrive à neutraliser les principaux chefs des djihadistes liés à Al-Qaïda, on arrive plus ou moins à stabiliser la zone des 3 frontières en éliminant l'essentiel des chefs de l'État islamique au Sahara, mais cela n'empêche pas la violence de continuer. Il n'y a pas de jour qui se passe aujourd'hui dans le Sahel sans qu'il y ait un attentat suicide, une explosion d'une mine improvisée, djihadiste. D'accord. Alors, Sédic, la France donc ne semble plus vouloir être seule dans ce combat. Elle demande une sahélisation, entre guillemets, du combat et veut aussi une plus grande implication de l'Union européenne et des États-Unis. Comment tout cela peut se concrétiser sur le terrain? On ne risque pas de se retrouver dans une situation de confusion? Non, à mon avis, non. La France veut sortir de ce tête-à-tête qui a souvent été critiquée puisqu'elle intervient quand même dans ses anciennes colonies
et beaucoup lui reprochent un relan de France-Afrique dans cette intervention. Et au fur et à mesure de cette évolution, on a vu, comme il a été dit par les précédents intervenants, la levée des boucliers dans les opinions publiques, des manifestations à Bamako, à Niamey et ailleurs, pour critiquer la présence française. Donc la France cherche à sortir de ce tête-à-tête à travers, à mon avis, 3 principaux leviers. D'abord, elle veut renforcer la présence européenne avec Takuba. Aujourd'hui, le point amène à dire qu'il y a 9 pays européens qui sont prêts à s'engager selon leurs moyens dans cette opération Takuba. Et le président Macron a rappelé que la volonté de la France, c'est d'avoir une force Takuba de 2000 hommes avec 500 Français et 1500 Européens qui ne sont pas français. Donc, il y a une volonté d'européanisation. Ensuite, la deuxième volonté, c'est la sahélisation. Vous savez que le Tchad n'appartient pas au fuseau centre. La zone des 3 frontières est dans le fuseau centre qui devait être assuré par le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Maintenant, compte tenu de la situation dans le fuseau centre qui couvre la zone des 3 frontières, la France a fait des démarches. Il y a beaucoup d'insistance de la France pour que le Tchad soit présent dans cette zone et le Tchad a accepté avec 1200 hommes. Je crois qu'il y a une troisième composante pour la France pour se sortir de ce tête-à-tête, c'est le chapitre 7. Et la question est revenue de façon unanime que la force conjointe du G5 Sahel soit placée sous le chapitre 7. Sur ce plan, il y a une quasi-unanimité. On va voir comment la nouvelle administration américaine va... Oui, on va suivre pour voir comment l'administration Biden va réagir par rapport à cela. Alors Ismaël, les opinions publiques en Afrique, ou en tout cas dans le Sahel, semblent demander moins de présence étrangère, mais les gouvernements et les armées en Afrique, précisément dans le Sahel, sont-ils prêts à combattre ces djihadistes seuls? Les gouvernements du Sahel et les armées ne sont pas prêts. Pour la simple raison que les gouvernements n'ont pas trouvé la méthode, et leurs armées conséquemment, de comment combattre les terroristes. Et les populations dont on parle, et les jeunes en particulier des villes, qui ne veulent plus de présence française et étrangère, devraient réfléchir par 2 fois. Oui, l'idéal serait de ne plus avoir ces forces françaises et étrangères. Mais quoi à la place? Est-ce que ces jeunes sont prêts et formés pour aller combattre les terroristes? Si oui, tant mieux. Alors, exigeons le départ des troupes françaises et étrangères. Sinon, il faut toute honte but accepter qu'on n'est encore pas prêt et il faut faire avec. D'accord. Alors, Niagalé, le G5 et la France veulent gagner la bataille militaire, c'est clair, mais est-ce qu'ils peuvent gagner la bataille de l'opinion? En tout cas, comment gagner la bataille de l'opinion également? Alors, la question de savoir est-ce qu'ils peuvent la gagner et comment est-ce qu'ils veulent la gagner? Oui, bien entendu, ils veulent la gagner. Comment la gagner? C'est une autre question. Je pense que pour la gagner, il faut que cette coalition internationale, puisque c'est de cela qu'il s'agit, démontre que son objectif principal et sa réalisation majeure est la protection des populations civiles qui, je le rappelle, demeurent les principales victimes de ce conflit et de ces violences multiformes qui touchent la région sahélienne. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a certains éléments encourageants que l'on trouve dans le communiqué final. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une très forte focalisation sur la poursuite de l'opération Barkhane, sur l'arrivée du contingent tchadien, sur l'augmentation progressive des effectifs de Takuba, mais
Mais il faut aussi souligner que la protection des civils est mentionnée à plusieurs reprises dans le communiqué, qu'il y a une insistance mise sur la nécessité de punir sévèrement les exactions commises par les unités des forces de défense et de sécurité. L'accent est mis également sur le cadre de conformité de la force du G5 Sahel en matière de droits de l'homme et également sur le nouveau mécanisme qui s'appelle le MISAD, qui signifie mécanisme d'identification, de suivi et d'analyse des dommages causés aux civils. Ajoutez à cela le fait que l'accent est mis également sur la nécessité de renforcer la chaîne pénale et les forces de sécurité, non pas uniquement militaires, il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de progrès qui démontrent qu'il y a une prise en compte beaucoup plus large de l'environnement sécuritaire. Avec, enfin, pour finir, une mention des conflits communautaires et de la gestion des ressources naturelles qui sont aussi à l'origine de certaines violences. Et vous, Sédic, qu'en est-il de la question des financements? Pourquoi les fonds promis par certains pays tardent à venir? Y a-t-il un problème de confiance envers le G5? Je crois qu'il y a eu beaucoup plus d'effets d'annonce que de concrétisation. On se souvient qu'il y a eu des conférences ad hoc spéciales qui ont été organisées sur le financement de la force du G5 Sahel, notamment à Bruxelles, à l'occasion desquelles il y a eu des annonces de financement, y compris des pays du Golfe. Mais ces fonds ne se sont pas mis en place rapidement parce qu'il y avait une mauvaise interprétation, il y avait une divergence d'interprétation plutôt entre le G5 et les pays donateurs. Certains pays avaient annoncé des fonds, mais ils ont converti une partie des fonds en moyens matériels et ont unilatéralement proposé au G5 qui a refusé. Et certains pays aussi ont voulu créer des fonds fiduciaires plutôt que de verser directement l'argent aux pays du G5 Sahel. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui participent à l'explication des difficultés de financement qu'il y a aujourd'hui. Et comme il a été évalué à la réunion de N'Djamena, il faut 40 millions par an, 40 millions d'euros par an pour le fonctionnement du G5. Et pour l'instant, on est lion du compte. C'est pour cette raison d'ailleurs que certains pays proposent le passage au sous-chapitre 7 qui permet d'afficher un financement pérenne pour la force conjointe du G5 Sahel. Alors voici quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Nestor Chimzouzé à Kinshasa qui nous dit, qui se demande à quoi servent les forces françaises en Afrique quand des milliers de personnes perdent leur vie ou se déplacent. L'Afrique doit avoir une armée continentale. Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit « N'Djamena veut placer 1200 soldats dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali et Niger. C'est ce qu'il faut pour traquer les forces du mal, mais ce n'est pas suffisant. » Et puis Asmaïlou, il est à Lomé au Togo. Il dit « Pour lutter contre le terrorisme, il faut un consensus patriotique, sinon la solution n'est pas d'inviter des forces étrangères. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Allons à présent au Burkina Faso, où notre correspondant Lamine Traoré a demandé à quelques personnes ce qu'elles pensaient de la lutte que mène le G5 Sahel contre le terrorisme dans cette région. Je vous propose de suivre. À mon aimable avis, le sommet du G5 Sahel là,
c'est fait seulement pour que les États africains là se rencontrent seulement pour bavarder. Sinon, l'Afrique déjà maîtrise son terrorisme. On n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un pour maîtriser notre terrorisme. Les Africains s'en sortent mieux avec leur terrorisme. C'est pas le même terrorisme que les Européens connaissent. Donc, ces clauses-là, c'est mieux d'exclure la France même des aides pour combattre notre terrorisme. Les acteurs sont connus. Je dirais les acteurs sont à la base même du terrorisme, seulement que les gens ne veulent pas rentrer en profondeur pour stopper cette manœuvre qui se fait, qui enrichit plusieurs pays. Parce que quand ces sommets se tiennent, ce sont des milliards qu'on vote comme budget pour tenir ces sommets. Donc en quelque sorte, ça profite à certains. Donc le fait que ça a perdu, c'est je dirais le business de certaines personnes. Voilà. Et sinon, s'ils veulent trouver vraiment des solutions concrètes au terrorisme, ça allait se trouver depuis longtemps. Sinon même, il y a déjà des solutions, seulement qu'ils ne veulent pas les exploiter. Il n'y a rien, on ne voit pas de grandes choses, de changements sur le terrain. En fait, c'est ça. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si vraiment cette fois-ci, ça sera la bonne aide ou bien c'est la bonne concrétisation. Voilà. Sinon, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. La France veut nous aider à lutter contre les terroristes. Ça, c'est normal. Celui qui dit que c'est faux, je ne suis pas d'accord. C'est là ma proposition. Merci beaucoup, Lamine. Je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Paris, nous avons Nyagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network. À Dakar, nous avons Lamine Ould Mohamed Salem, journaliste, auteur, entre autres, de l'histoire secrète du djihad, d'Al-Qaïda à l'État islamique. À Abidjan, la capitale ivoirienne, nous avons Sédik Abba, auteur, chercheur sur le terrorisme dans le Sahel. Et ici aux États-Unis, à Atlanta, Ismaël Diallo, ancien député burkinabé. Alors, Nyagale, les questions politiques ont également été abordées lors de ce sommet, notamment une plus grande présence de l'État dans les zones de prédilection des groupes armés. Pensez-vous que la solution pourrait venir de là, surtout si elle est combinée avec, disons, l'aspect développement? Alors, la question est de savoir quel type d'État, quel type d'administration vont être employés. Il est une évidence que la contestation, la remise en cause de l'État est au cœur de la plupart des violences qu'on constate dans la zone, qu'il s'agisse d'insurrections de type rebelle, d'insurrections de type djihadiste ou d'insurrections de type populaire comme au Mali. Et l'État est accusé d'être davantage prédateur que protecteur. D'où de faire le lien avec les questions de gouvernance. Si l'administration qui est redéployée apparaît de nouveau comme étant rompue et comme ne contribuant pas à servir les populations, mais à se servir, il n'y aura pas véritablement de renouvellement de confiance avec cet État. Donc je pense que la question de la gouvernance doit être indissociablement lié à ces différents piliers que sont sécurité, développement. Le volet gouvernance est celui qui doit faire le lien entre les deux. Et il y a en effet pris compte de cette problématique, il me semble, de manière relativement insistante, ou en tout cas présente dans ce communiqué. Il me semble que c'est une innovation importante. Mais Lamine, pour investir dans ces régions, il faut aussi que la paix s'y installe, n'est-ce pas? Mais concernant le dialogue avec les groupes armés, tout le monde ne semble pas être sur la même longueur d'onde. Quel est votre avis sur la question? Non, je pense qu'au début, je pense que c'était dû à la... je pense qu'au début, quand il y a eu l'opération Serval, il faut dire que la lutte... les opérations anti-djihadistes dans le Sahel ont été lancées à l'initiative de la France, et la France était en position d'imposer son point de vue. Et 8 ans après, on voit très bien
que la violence djihadiste a dépassé largement le nord du Mali, s'est étendue au centre, au sud du Mali, au Burkina Faso et à d'autres pays de la région. Et aujourd'hui, le rapport de force sur le terrain démontre malheureusement que les djihadistes sont loin d'avoir été vaincus et gardent toujours une capacité de nuisance. Et en plus, par ailleurs, si vous traînez dans les ruelles de Bamako, de Ouaga, de Niamey, etc., vous sentez très bien qu'ils gagnent même en sympathie par rapport à quelqu'un comme Yad Rali n'est pas si détesté que ça à Bamako, hein, quelqu'un comme Amadou Koufa non plus. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, les Maliens se sont rendus à l'évidence, ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas les premiers. Les Saoudiens n'ont neutralisé les amis de Ben Laden qu'en engageant un dialogue, notamment qui a poussé à une réfugie chez les partisans de Ben Laden à l'époque. Les Yéménites à l'époque d'Ali Abdallah Saleh ont fait la même chose. Les Algériens, pendant qu'ils combattaient les groupes armés islamiques à l'époque, l'ex-GIA et le GSPC, etc., parallèlement, leur service de renseignement entamaient des négociations et des discussions en vue de trouver de convaincre certains combattants de déposer les armes. Ils y ont réussi. D'ailleurs, leur loi de la concorde civile a permis à des milliers de combattants de quitter le maquis. Les Marocains ont toujours, tout en réprimant et démantelant les cellules terroristes, ont toujours maintenu des voies de discussion, d'échange avec certains chefs salafistes djihadistes dont beaucoup ont fini par se repentir. Et pourquoi l'interdire aux Maliens et aux Burkinabés? Les militaires, actuellement, le Mali est sous l'autorité d'un gouvernement de transition dont l'ossature essentielle est tenue par des militaires qui eux-mêmes ont fait la guerre. Et je pense que cette idée d'un dialogue avec les djihadistes ne doit pas du tout être un tabou. Mais la question à poser, c'est à quelles conditions et dans quel contexte discuter, quelles sont les conditions et les limites. Par exemple, il doit y avoir des lignes rouges, notamment pour l'État malien, qu'il faut savoir fixer. Mais l'idée d'un dialogue avec les djihadistes ne doit plus être un tabou. D'ailleurs, ce n'est plus. Alors, Sédic, récemment, les renseignements français ont indiqué, et ce n'est pas un secret aujourd'hui, que les groupes djihadistes cherchaient à étendre leurs activités vers le golfe de Guinée. Le G5 ne doit-il pas être étendu aussi pour inclure d'autres pays de la région ouest africaine? Oui, je pense qu'il y a une nécessité absolue au regard de l'agenda des groupes terroristes qui a été évoqué par le chef des renseignements français et qui n'est pas nouveau, puisque les djihadistes ont déjà frappé la Côte d'Ivoire à 2 reprises, ont frappé le Bénin à 2 reprises, ont frappé aussi sur la frontière entre le Togo et le Burkina. Donc, leur agenda n'est pas nouveau. Maintenant, pour éviter justement que cet agenda soit effectif, il faut effectivement renforcer la coopération entre les pays du G5 Sahel et les pays du Golfe de Guinée. Ce renforcement peut se faire dans un cadre multilatéral, comme la CEDEAO, comme l'UMOA, comme il peut aussi s'envisager dans un cadre bilatéral. On vient de le voir en N'Djamena avec le Sénégal, qui a accepté de verser une contribution de 1,5 million d'euros au secrétariat du G5 Sahel et qui envisage même, peut-être militairement, de participer au fuseau ouest sur la frontière avec la Mauritanie et le Mali. Donc, il y a une nécessité absolue, à la fois pour les pays du G5 Sahel et pour les pays de la sous-région, de trouver des formes de coopération, de poser des passerelles qui permettraient d'avoir de ressources financières davantage, qui permettraient d'avoir des équipements ou qui permettraient d'avoir des ressources humaines aussi. Ça me semble indispensable. Si on veut trouver une solution durable, il faut une réponse régionale à un problème qui est devenu régional, qui dépasse largement aujourd'hui le cadre du G5 Sahel à lui seul. Voilà, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis sur voaafrique.com et à travers nos télépartenaires sur le continent. Je n'oublie pas l'équipe technique. On se retrouve très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions
et recueillir leurs conseils. De Washington, Lina Ormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.